Coucou tout le monde, dans quelques instants votre nouvel épisode de Séquence où nous recevons Emmanuel Mélédo qui s'est prêté lui au jeu en tant que producteur à une séance de pitch avec Joris, Déborah, Maxence et moi-même, et ça c'est dans quelques instants après les petits audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match, la plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, on revient encore avec nos amis, j'ai envie de dire, maintenant c'est presque les co-hosts, j'ai presque envie de dire, vous êtes les hosts principaux de ce podcast. Joris Morio, salut Joris. Bonjour, je suis host principal. Déborah Adjet-Germont, salut Déborah. Salut, merci d'être venu. Et celui qui m'accompagne à Pôle emploi Tout à fait. La fin de ce présent podcast, depuis le début. Maxence Pirard, salut Maxence. Salut à tous. Et nous avons un invité dans cette émission, nous ne sommes pas 4, nous sommes 5. Joris... Non, je fais des mimiques. Mais oui, mais c'est incroyable. Mais alors c'est fou, ça n'a pas du tout marché, puisque comme tu l'as bien senti, je ne me suis jamais arrêté dans mon flow. On a un invité, Emmanuel, je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci de m'inviter. Emmanuel Mélédo, producteur. Quel parcours, en quelques mots pour nos auditeurs. En quelques mots, un début de carrière pas du tout dans la fiction et une envie de fiction présente depuis très longtemps, jusqu'à ce que je décide de me lancer professionnellement avec un premier stage à 35 ans chez Éléphant. Ah mais très drôle ça, excellent ce parcours. Ouais, avec vraiment d'autres vies antérieures. Et puis ensuite chez Media One, produit des téléfilms, des séries. Et après, je suis passé chez Fédération. Ok. Continuer ma carrière de producteur avant d'aimer tellement produire et de vouloir produire à ma manière que je crée ma structure en cette rentrée. Excellent. Donc une lancée dans le grand bain aussi excitante que un petit peu challengeante. Qui tu connaissais autour de la table avant de venir et d'accepter cette invitation ? Je connaissais Joris et Déborah, avec qui j'ai bossé. On confirme. Je vais resituer dans quel pétrin tu t'es mis, puisque tu as accepté avec beaucoup d'ardeur et de plaisir cette invitation. Mais en même temps, tu connais un petit peu le projet. Donc, je vais rebriefer. C'est notre saga de l'été qui est devenu notre projet fil rouge de l'été, de l'année de ce podcast. On part de zéro. Vous qui nous avez écoutés et qui nous écoutez encore sur le podcast, vous avez vu donc cette série prendre vie. Vous avez vu plein d'étapes différentes, quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Vous avez pu écouter en décembre l'épisode où on reçoit un druide, un des derniers druides de France pour répondre à nos questions. Et puis aujourd'hui, c'est le moment de la séance de pitch. Donc on va te pitcher là où est la série. Mais toi, c'est un peu particulier, c'est que tu as écouté les anciens épisodes. Et j'étais curieux, j'ai écouté les anciens épisodes, exactement. Mais j'ai l'impression que ça
ça a beaucoup évolué. Donc, ce qui est déjà bien, curieux c'est de que tu es découvrir là. votre pitch. Parce que tu aurais pu dire j'ai écouté les anciens épisodes et donc je vais partir. Je ne veux pas entendre votre merde. Et Manuel n'est pas encore traumatisé, mais voilà, comme tu l'as remarqué, en fait, la série, c'est un objet vivant. Et pour plein de raisons, elle a évolué. Donc, tu auras quand même des surprises dans notre pitch. Génial, mais de toute façon, de base, des druides, la Bretagne, des menhirs, ça me parle. Parfait. Je vais reborder un petit peu ce qui va se passer. Nous, pendant 10 minutes, on va te refaire un petit pitch. On va essayer d'être assez concis pour nos auditeurs et nos auditrices qui connaissent le format. Et puis après, on va avoir une trentaine de minutes de questions-réponses. Tu es complètement libre de dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui, toi, te parle, ce qui te mettrait en porte-à-faux si un jour tu avais un tel projet à défendre. Et voilà, donc tout ce qui sort dans un espace de bienveillance complet. Et après, tu peux quand même nous casser, on aime bien quand même. On coupera au montage. Évidemment. Allez, je me lance, je te plonge dans les toutes premières minutes du premier épisode. On est sur une petite île bretonne, complètement coupée du monde, 200-300 habitants, les petites maisons en pierre, les petits volets bleus, sauf que là, c'est un orage terrible. La pluie, le vent frappe les falaises, balaye les prairies, les quelques arbres qui sont là. Et dans une des maisons, on a Jean et Catel. Ils ont 70 ans. Un homme, une femme. Ils sont en train de partager un petit moment qui a l'air assez sympa. On sent qu'il y a un petit feeling entre les deux. Et au moment de trinquer, Jean laisse tomber sa coupe, son verre de vin qui se brise sur le sol. Il commence à avoir les premiers signes d'une crise cardiaque. C'est la panique chez son ami parce que c'est une petite île, il n'y a pas de médecin. Et en général, quand ça va pas bien sur l'île, c'est un peu chaud. Il la laisse en plan. Il sort de la maison, il traverse l'orage. Il se rend dans un petit bois qui est juste derrière chez lui, au milieu du bois. Il y a une sorte de hangar. Lui, il est complètement en train de se dire qu'il va même peut-être pas avoir le temps d'atteindre son objectif. Il y a des verrous. Il déverrouille donc les serrures. Il rentre dans le hangar. Et quelques instants après, il va ressortir de ce hangar. Nous, on n'a pas vu en tant que spectateur ce qui s'est passé dedans. Et par contre, cette personne qui est rentrée quasiment à l'agonie sort revigoré comme jamais. Il a 70 ans, resplendissant. Et nous, on n'a pas vu ce qu'il y a dans ce hangar. Par contre, il y a quelqu'un qui est dans cette forêt et qui a vu ce qui s'est passé. Panneau du titre de l'émission, de la série, Les Gardiens. Tout à fait. Car Les Gardiens, c'est une mini-série de 6 x 52 qui est un thriller fantastique. Et sur cette île, on va suivre Rosen, en fait, qui débarque en bateau, qui est la fille de Jean. Elle a une trentaine d'années. Et Rosen est médecin-chercheuse et elle a été appelée par son amour d'enfance qui s'appelle Simon, qui se fait un sang d'encre pour la vie de l'île, car un mal mystérieux ronge l'île. Des habitants tombent mystérieusement malades, des animaux, et la mère même de Simon est complètement malade. Donc il a appelé Rosen à l'aide en tant que médecin, pour qu'elle soit consultante pour l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une marémotrice en construction, une production d'énergie, car la marémotrice est vraiment montrée du doigt par les habitants qui accusent le chantier, le projet de tous les maux, et donc être à l'origine de cette épidémie étrange qui frappe les habitants et les animaux. Rosen arrive et reprend contact avec son père, Jean, qu'on a vu, qui est donc en forme maintenant, et l'accueil est glacial. Vraiment, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et on sent que ces deux-là sont trop froids. D'ailleurs, tout le monde accueille Rosen de manière hyper glaciale. Elle est venue pour, certes, s'intéresser à ce qui se passe sur l'île, mais du côté de l'entreprise. Donc, en fait, là, c'est une traîtresse. Et si tu étais venu pour nous foutre un couteau dans le dos, c'était peut-être pas la peine de revenir, Rosen. Donc, ouais, super content d'être là. Mais c'est pas grave, elle veut comprendre ce qui se passe. Et pour ça, elle doit faire une enquête médicale. Parce que son métier, c'est épidémiologiste. Et en fait, pour ça, elle va rouvrir le vieux cabinet médical fermé de sa mère, qui est morte en fait il y a des années de cela, qui a été la médecin de l'île, et recevoir les gens pour pouvoir les étudier, les soigner. Évidemment, si des choses bizarres arrivent, des croyances d'ailleurs sont un peu disséminées parmi les gens de l'île, et elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. D'ailleurs, son père lui-même est très étrange. Peut-être il cache quelque chose, peut-être il lui en veut. Il est venu peut-être pour... il a accueilli peut-être pour lui faire du mal, on ne sait pas.
Et sachant qu'en plus, Rosen commence à se sentir mal au fur et à mesure qu'elle avance dans son enquête. Elle fait un malaise alors qu'elle est en train de se disputer avec son père, qui se rend compte que c'est grave, qui est en train de se passer, qui lui demande de la suivre dans ce hangar interdit, cette forêt où elle n'avait pas le droit de mettre les pieds quand elle était petite. Il ouvre le hangar, et là, dans ce hangar, au fond, il y a un menhir. Il demande à sa fille de toucher le menhir, elle le touche, et tout de suite, un regain d'énergie mystérieux l'envahit, et elle va mieux. Ce menhir, oui, il transmet de l'énergie. C'est une tradition ancestrale dont il est le gardien. C'est l'héritage dont elle doit s'occuper, Rosen. Et il faut qu'elle fasse exactement ce que son père lui dit, parce que sinon, elle est en danger et elle risque de mourir. Notre arène, du coup, c'est cette petite île bretonne, empreinte de la culture celtique et druidique. Nous avons d'ailleurs rencontré du coup Pascal Lamour qu'on a pu consulter pour savoir qu'est-ce qu'un druide et qui nous a fait comprendre que du coup c'était vraiment cette passation de savoir et de connaissances ancestrales à travers des rituels et des traditions, mais surtout un amour de la nature et de préserver cette nature. Il faut savoir que notre récit, il se passe aussi durant la fête celtique de Samin, qui est une fête qui permet, où la barrière entre les vivants et les morts est la plus fine et donc permet en fait ces passations d'énergie de façon plus fluide. Pour notre personnage principal, Rosen, c'est vraiment une thématique de retrouver un héritage perdu, mais aussi de comprendre ce qu'elle veut vraiment et quelle est sa vocation d'une certaine façon, pour ensuite rentrer dans des thématiques beaucoup plus centrées sur la réconciliation, donc entre une mère et sa fille, entre l'homme et la nature, entre l'écologie et justement, encore une fois, cette nature. Donc on est vraiment sur des thèmes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, versus l'un contre l'autre pour retrouver un équilibre. On est dans cette recherche d'équilibre. Les références qu'on pourrait avoir, ce sont des séries comme Surface, Rivage, Le mystère du lac, donc vraiment avec une atmosphère assez présente et pesante, mais mystérieuse. Et justement, nous, notre point de départ, ça a été cet univers, cette atmosphère à la Stephen King. Notre personnage principal, c'est donc Rosen, une jeune femme d'une trentaine d'années qui, sur le papier, semble avoir réussi sa vie. Elle est épidémiologiste, elle a une carrière brillante. Et en fait, sa vie a été faite vraiment par le rejet en fait, de sa communauté et de son île. Elle a un désaccord profond avec son père. Elle lui en veut. Elle le tient responsable en fait, de la mort de sa mère qui est morte en couche. Rosen n'a jamais connu sa mère. En fait, son père, Jean, avait refusé que sa mère soit prise en charge sur le continent. Elle a eu des complications, elle est morte, il a fallu choisir entre elle, le bébé, sa mère s'est sacrifiée. Et du coup, Rosen vit avec ce manque et aussi cette pression de se dire, en fait, j'ai une vie, il faut que je réussisse. Et en même temps, elle se rend compte que tous les choix qu'elle fait la rendent malheureuse. Et finalement, ça pourrait être une sorte de bienfait de retourner sur l'île, même si elle est très très mal accueillie. Et il y a cet amour de jeunesse, Simon, qu'elle n'a jamais oublié, mais qui lui en veut d'être parti, parce qu'il tenait vraiment un amour assez fort, et un amour qui aujourd'hui est un peu empêché par les soucis médicaux de la mère de Simon, qui l'empêche de penser à autre chose. Et en fait, on a une héroïne qui va devoir faire un choix entre la vie qu'elle a construite, et finalement, cette destinée qui s'ouvre à elle, cette lignée druidique qu'elle tient de son père, mais c'est quelque chose qui va déranger du monde, et notamment Gauthier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, 27 ans, qui pendant longtemps a été le protégé de Jean. Gauthier, en fait, il est orphelin, donc il a fait un transfert paternel sur Jean, qui lui a fait un transfert filial sur Gauthier, parce que voilà, il souffrait de l'absence de Rosen. Gauthier, c'est vraiment quelqu'un de très apprécié. Il a le seul magasin en fait, de l'île qui fait à la fois poste, quincaillerie, lieu de partage et convivial. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il a perdu l'amour de sa vie des suites d'une maladie assez foudroyante. Et depuis, il vit de façon assez ascétique, vraiment tourné vers les autres. Et en fait, on va découvrir dans les grandes lignes de la saison que David va exposer, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de sa frustration et de sa transformation. En fait, peu à peu, il perd de sa lumière et il se corrompt progressivement.
On a aussi le personnage de Simon qui est perçu comme un peu un traître, un peu à l'instar de Rosanne. On lui veut d'avoir abandonné son métier de pêcheur pour travailler auprès de l'usine marémotrice qui est en construction. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que Simon, il fait ça pour sauver l'île parce qu'il sait que cette usine, ça va permettre d'avoir des entrées financières. Et en fait, l'île... elle n'a pas d'école, elle n'a pas de cabinet médical. Il a envie qu'en fait, l'île puisse continuer à survivre. Il a envie de faire tenir la communauté. Et donc, il fait ça vraiment parce que c'est une concession, c'est un mal nécessaire. Et on a d'autres personnages aussi qu'on va mettre en avant, comme le patron de l'usine marémotrice ou le maire, et montrer en fait les contradictions, les dilemmes, les conflits entre cette communauté qui est un peu figée dans les traditions, qui a peur d'évoluer, et ce progrès qui s'impose, cette modernité qui va forcément aussi chambouler l'équilibre. Surtout que la série parle d'équilibre à tous les niveaux, finalement. Et donc, pour te résumer un petit peu les lignes narratives qu'on aurait au fil de cette mini-série, au fil des épisodes, on a donc le mystère de cette pierre qui, quand on la touche, nous revitalise, mais va donc puiser en fait tout autour d'elle, un petit peu partout de manière égale, la contrepartie, ce qui fait qu'effectivement tu as ces gens qui tombent malades, ces animaux qui décèdent, cette nature qui a tendance à mourir à différents endroits. Et il y a plein de choses aussi, c'est-à-dire qu'il y a donc le rapprochement entre Rosen et Simon, histoire d'amour qui va raviver. Tu vas avoir Gauthier qui va devenir une sorte d'allié de Rosen avant qu'on découvre que c'est un bad guy. Je vais reprendre juste un petit truc parce que je fais juste une mini pause, Maxence. Non, c'est parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure et qui était intéressant et qu'on n'a pas cité. On n'a pas mentionné que Spielberg était intéressé pour réaliser, c'est ça ? Ah, voilà. On n'a pas mentionné à quel point je prononçais bien épidémiologiste aussi. Oui, tu es la seule qui ne t'es pas trompée. Je l'ai sorti là, et ça on a souri parce que j'ai patiné sur le mot et ça nous a fait rire. Mais là, c'est fou. Écoute, c'est que je ne devais absolument pas la retrouver parce que je ne retrouve plus ce truc. Ce n'était pas le destin. Non, mais c'était un moment génial. Ouais, moi je sais. Moi d'ailleurs, je te propose qu'on ne coupe pas. J'aime bien qu'on coupe mes errances comme ça, j'adore ça. Non, donc du coup, il y a des anciens écrits de gens qui pensaient avoir détruit, qui donnaient des indications justement sur tous les mystères et la culture celte que Gauthier va retrouver, sur lequel Rosen va remettre aussi la main. Il y a cette compagne, cette voisine qui s'appelle Catel, qu'on a vue dans la première séquence, qui va mourir de la pierre. Et je viens de retrouver, qui était la chose que je n'ai pas citée, c'est-à-dire que Rosen, rapidement, va se rendre compte que cette pierre a donc cette contrepartie. Tu poses des mains, tu prends l'énergie, mais quelque chose, quelque part, est en train de mourir. Mais elle va constater au fur et à mesure que les gens se dégradent trop vite, donc il y a quelqu'un qui utilise la pierre sans que eux le sachent. Voyez-vous pourquoi je cherchais depuis tout à l'heure ce petit point d'intrigue qui était hyper important parce que c'était un moteur pour relancer la séquence, enfin en tout cas la série. Il va y avoir plein d'autres pistes aussi. La fille du maire qui est une activiste écologiste qui a toujours son appareil photo sur l'île. Est-ce qu'elle a à un moment aussi pris la photo de ce fameux hangar et elle a percé un peu le mystère et c'est elle qui utilise ça? Et tout ça va se conclure dans la fête de la Samin, cette fête où la frontière entre les vivants et les morts est la plus mince, que tu as décrit Maxence, et sur laquelle Gauthier est persuadé que c'est le moment où la pierre va avoir le plus d'énergie, que c'est peut-être là qu'il va pouvoir du coup se débarrasser de ces protagonistes, des protagonistes de notre histoire. Et à la fin, Rosen va réussir à se débarrasser de Gauthier qui va finir en bas d'une falaise, mais elle va avoir un dernier choix à faire parce que son père est de nouveau victime d'un AVC. Et là, elle a un choix crucial, c'est est-ce qu'elle autorise son père à retoucher la pierre ou alors est-ce qu'elle détruit la pierre que Simon avait pris le nécessaire pour la détruire. Donc le choix est cornélien sur la fin. Une pierre implique de grandes responsabilités. Tout à fait, j'adore ta punchline depuis tout à l'heure. Elle ira sur le dossier. Bah c'est super. Donc voilà, donc pour te situer, maintenant c'est à toi, je te laisse. Bravo pour ce pitch très clair et je pense que ça coche quand même énormément de cases super intéressantes. De quelque chose de très familial avec des liens qui sont tissés. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions croisées qui vont avoir lieu. Dans une arène, alors vraiment, moi que j'adore. Parce que je suis breton, donc ça me parle énormément.
Voilà, c'est vraiment Je suis du la seule Morbihan. personne à pas vraiment être bretonne ici, donc. Oui, mais Qu'est-ce que c'est déjà pendant j'entends, tes le vacances. le loup et la belette. Et mais en tout cas, même si on n'est pas breton, ce sont des arènes qui sont tellement marquées, qui sont fortes, qui sont ancrées en plus dans une réalité avec quelque chose de magique. Je trouve que ça parle énormément. En plus, le rapport à la nature, on a quand même le 3e volet d'Avatar qui sort là, qui ne fait que parler de ça, parler du rapport de l'homme à la nature. Donc on est vraiment dans des thématiques qui sont très très fortes. Et en parler par une manière un petit peu magique, je trouve ça fort. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même, on sait bien, en quête de sens. Il y a une perte de sens de tous les côtés qui font que tout le monde en trouve pas forcément aux bons endroits. Et en tout cas, ces thèmes de reconnexion à soi-même, reconnexion à la nature, je pense que c'est très, très universel et ça parle à tout le monde. Donc, je trouve ça très chouette. Bravo pour ce développement. Je précise pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est que du coup, tu as pris beaucoup de notes pendant qu'on pitchait, donc tu as le droit tout à fait de replonger dedans et il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai vraiment été très attentif. J'ai essayé de lire, mais j'arrive pas à déchiffrer ce que je suis de biais. J'avoue, c'est compliqué. Moi, d'ici, j'arrive à lire à chier, mais je sais pas pour lequel de nos quatre est concerné. Cette idée de... Non, pas du tout, je faisais ma liste de courses. J'ai juste pas compris qui était David. David ? Il n'y a pas de David ? Alors, il existe en vrai. D'accord, autant pour moi. Je m'en souviens, c'était les grandes lignes de la saison par notre David. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, c'est ce qui me manquait. Voilà, très mauvais comédien, donc en plus, ça serait une catastrophe. Non, parce que David, c'était pas assez breton pour en faire un personnage. Ah oui, c'est vrai. Non, je trouve ça très, très, très fort. Vous avez une idée un peu de vers qui vous voulez l'orienter ou aujourd'hui ou pas encore ou Alors, pour être honnête, pour une fois, on s'est dit, on va pas réfléchir à un client, au marché, on va se faire plaisir. Donc, au départ, vraiment, on savait pas trop. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du développement, on va de plus en plus vers vraiment une mini-série qui est thriller, mais avec un fond fantastique qu'on assume totalement. L'idée, c'est d'avoir vraiment un suspense sur qu'est-ce qui provoque cette mort, qu'est-ce qui se passe, quel est l'antagoniste dans l'ombre, etc. Donc, on a l'impression, peut-être qu'on se trompe, mais que finalement, la série pourrait, à quelques curseurs près, aller à la fois chez finalement des diffuseurs linéaires et chez des plateformes, voire peut-être envisager une codiffusion. En tout cas, nous, voilà, le cœur du projet, c'est vraiment ce que tu as mis en avant dans ton débrief, c'est cette histoire de communauté, ce côté thriller, ce côté magie, toutes les thématiques qu'on veut aborder. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des curseurs à pousser pour aller vers telle ou telle famille de diffuseurs. Nous, on est très, très ouverts. En fait, c'est vraiment cette histoire qu'on a envie de faire exister. Et voilà, on sent qu'il y a un potentiel quand même assez... Tout à fait d'accord avec majeur. toi. Et justement, ouais, on peut te retourner un peu plus la question sur qu'est-ce que toi, tu avais imaginé en entendant le pitch. Où est-ce que tu aurais vu la série aller ? En fait, je pense que... comme vous le dites, il y a sur les diffusions linéaires, on peut aborder le fantastique avec toujours, mais je crois que c'est une contrainte moi, que j'aime bien en tant que dans développant du fantastique, c'est que le fantastique n'est jamais une finalité en soi et ta résolution ne tourne jamais autour du fantastique. Ta résolution tourne toujours autour des personnages et qui peuvent en effet utiliser le fantastique pour aller dénouer quelque chose d'intime. Et ça, je pense que ça correspond en effet à des diffuseurs linéaires, mais je pense aussi que sur des plateformes qui vont chercher en fait à faire du genre, et en fait c'est du genre précis mais qui parle à beaucoup de monde. Donc ça se rapproche aussi, en ayant cette grille de lecture, je trouve qu'on a en effet un fantastique avec une histoire qui va rester quand même une histoire universelle, une histoire humaine. Moi je trouve que le décor est super bien posé, les thématiques sont super bien posées, les personnages sont là. J'ai un peu plus de questions sur les personnages, sur leur motivation, leurs dilemmes, etc. Et si on rentre un petit peu dedans, alors je vais poser, moi j'aime bien quand on repart de choses très basiques et béaba, mais si on prend Rosen, c'est quoi son objectif ? Pourquoi elle vient ? C'est quoi son objectif ? Dans la série. Alors attends, que je me remette ça et tout. Son objectif, c'est trouver quel est le mal qui ronge l'île. Ça, c'est l'objectif premier. Genre, elle vient pour se dire, il y a un truc. Est-ce que c'est une épidémie ?
Est-ce que c'est quelque chose de fantastique qui est lié à ce que me révèle mon père, qui est lié au druidisme? Ou est-ce que non, c'est quelqu'un, est-ce qu'il y a un être malfaisant qui est en train d'empoisonner tout le monde à dessein? C'est ça, c'est une enquête médicale. C'est quelqu'un qui quitte... Voilà, d'ailleurs, on emmène Rosen aux urgences là tout de suite. C'est quelqu'un qui quitte l'île des années avant parce que l'île est trop petite, parce que c'est trop confiné pour elle. Elle a vécu une vie que, d'ailleurs, il y a des personnages qu'on n'a pas abordés ou des lignes qu'on n'a pas abordées, mais on lui avait imaginé un petit ami anglais qui, en plus, arrivait sur l'île juste avant la fin de l'histoire, île qui n'était plus après accessible en bateau. Et en fait, elle vient parce qu'elle se sent redevable au départ, parce que c'est son ex-amour d'enfance qui lui passe un coup de fil en disant « Faut que tu viennes, il n'y a que toi que je connais qui pourrait essayer de savoir pourquoi on tombe tous malades. Et en plus, tout le monde pense que c'est un peu à cause de mon usine marémotrice que tout le monde part en sucette. » Et donc, elle n'y va pas de plein gré, en fait. Mais il y a quand même un petit appel à régler le passé. Appel à l'aventure. Et il y a cette quête de sens, ça fait un peu écho à ce que tu disais sur finalement les gens aujourd'hui, le téléspectateur. Elle a aussi cette quête de sens parce que elle est médecin, elle fait de la recherche, elle est épidémiologiste. Et en même temps, en travaillant sur l'île, dans le cabinet qu'occupait sa mère il y a plus de 30 ans, elle va se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de sens à soigner à la fois les grands malheurs, les petits bobos, ce mal qui est en train de ronger la communauté. Et elle va aussi pouvoir vraiment en fait embrasser cette lignée druidique et être enfin alignée avec elle-même. Et on a l'impression que c'est quand même quelque chose de très identifiant aujourd'hui avec toutes ces reconversions, ces changements de vie. Elle va en fait enfin être là au bon endroit, au bon moment. En fait, ce que ça m'évoque, c'est dans le début, il y a un peu un double mouvement. Je trouve que ce personnage, c'est très bien de la faire pas très bien accueillie. Ça crée toujours de la friction sur le personnage qui va rentrer. Elle vient parce qu'on l'a appelée et pour mener une enquête. Mais il y a cet endroit où je pense que ça mériterait d'être éclairci, tu vois. En plus, comme c'est l'entrée de la série, tu vois que ça soit très très clair la manière dont elle rentre. Est-ce qu'elle est mandatée par quelqu'un? Est-ce que c'est une policière? Alors non, c'est une épidémiologiste. C'est vrai qu'il est difficile ce mot. Dis donc, il est coquin. On a vraiment trouvé le mot compliqué qu'on arrive à part Déborah qui pour l'instant vraiment tu gères trop bien le mot. On a trouvé un nom de label pour Emmanuel, épidémiologiste. Ah tu vois, ça marche plus. Sublime, ça vraiment imprononçable, aucun lien, vraiment. Oui, donc pour toi, c'est ce positionnement entre son pourquoi elle revient et cette transition entre finalement l'histoire familiale et son besoin professionnel. En fait, toutes vos thématiques, ça marche. Toute la place qu'elle va trouver au fil de la série, ça marche. C'est juste la manière d'entrer dans la série avec ce personnage. Tu vois, c'est de clarifier, que ça soit vraiment quand tu rentres dedans, tu vois, t'embarques avec elle de manière très très rapide. L'usine embauche Rosen comme consultante pour nettoyer la responsabilité de l'usine sur la maladie qui ravage l'île. Tout à fait, ça peut être C'est ça. ça. Mais je comprends, je pense, ton souci. C'est sans doute qu'elle arrive en subissant les choses, elle n'est pas proactive. On aimerait presque qu'elle ait officiellement cette couverture de se dire, en fait, je viens en tant qu'épidémiologiste pour rassurer les gens sur le fait que l'usine n'a rien à voir avec cette maladie et que on découvre rapidement dans le pilote, quelque chose de plus officieux sur pourquoi elle est là, en fait. Peut-être que c'est ça qui te manque, c'est avoir une héroïne qui va être un peu plus ambiguë sur pourquoi elle vient et qui va être, à un moment donné, proactive sur sa venue. T'as le droit de dire c'est pas du tout ce que j'ai dit, parce que moi j'ai compris autre chose. Moi, j'ai juste noté que Déborah a dit pilogue et que je suis très content que tu te sois voté sur un mot très simple. Tu peux le mettre en boucle au niveau du montage. Non mais c'est fou, j'ai tout donné sur Emmanuel Pilogue Production. Voilà. Non mais c'est pilote et épilogue, en fait c'est un nouveau concept, il y a des épisodes de 5 C'est quand je vous appelle secondes. Déboris, voilà, j'ai envie de dire c'est mots fusion. C'est la contraction de la fiction, c'est vraiment tous les formats. Voilà. On est tellement concis qu'on fait des séries en 5 secondes, c'est des pilogues. C'est des séries TikTok, des pilogues. c'est une bonne idée. Je me dis, tu vois, quels sont les enjeux aussi pour elle. C'est toujours vraiment, en rentrant dans la série, je me dis, je vais développer un petit peu même pour aller plus loin. En fait, tu vois, on lui propose de faire une mission dans une île qu'elle a quittée, sur laquelle elle ne veut pas revenir. Son père la déteste, son amour de jeunesse ne veut pas, et sa mère est morte là-bas. Pourquoi elle dit oui ? A priori, moi je suis dans cette situation, tu vois. Je me dis, mais parce qu'il y a des jamais de ma vie. C'est vrai que résumé comme ça, tout le monde est mort ou tout le monde la déteste. Son amour de jeunesse lui demande, au contraire. C'est voilà, parce que oui. Il a besoin d'elle, mais il la déteste. Il s'est passé, pardon, je touche des trucs qu'il faut pas toucher. Il s'est passé des choses, mais la mère de Simon, son amour de jeunesse, est malade, donc il a un intérêt direct
avoir quelqu'un de calé en médecine venir, au milieu de nulle part sur cette île, personne ne va venir, sauf quelqu'un qui a un peut-être faire un rapport. petit chantage affectif en disant Tu me tu dois bien m'as ça. largué Ouais. il y a 10 ans, tu t'es barré un peu à l'arrache, tu me dois bien ça quand même de revenir et puis d'essayer de me filer un petit coup de main, quoi. Tu vois, quand tu fais ça, tu tournes autour et t'es pas pile sur Rosen. Et j'ai l'impression que... Ça vient de Rosen. Attends, mais Pile sur Rosen, Non, mais c'est pile plus sur fort. Rosen, c'est ce que disait Et Déborah, mais je c'est... vais développer Vas-y. le sujet. Sur Rosen, en fait, j'ai l'impression aussi que dans ce qu'elle va vivre au fur et à mesure, il y a plein d'enjeux. Moi, j'aimerais, dans le développement qu'on va faire ensemble, et qu'on va, tu vois, cette série qui m'intéresse énormément, embarquer Rosen avec ses enjeux et ses dilemmes. Et il y a un moment, en fait, pour aller vraiment au bout du truc, en effet, j'avais écouté vos développements de série, et puis au fur et à mesure, je me suis pris des C'est bien, c'est petites que notes t'es là, donc mentales. t'as pas été Je trouve Traumatisé. vraiment, je trouve traumatisé que- par le nombre de conneries qu'on a pu sortir. Je trouve que le sujet est très très intéressant. Elle, Rosen, par exemple, sa relation avec la pierre. Donc la relation avec la pierre qui donne de l'énergie, qu'on prend quelque part. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est un petit peu diffus parce que ça prend de l'énergie à des gens, entre guillemets. Donc si c'est des gens, on s'en fout un peu. Et alors que si ça prend, tu vois, quelque chose qui la touche, elle, très personnellement, je te donne un exemple, c'est pas votre pitch et tout, peut-être vous n'allez pas là, mais elle a son enfant qui est malade, et en fait, elle a son père aussi qui est plus en moins, voilà. Et en fait, pour sauver son enfant malade, ça va prendre de l'énergie à son père. Donc pour sauver ton enfant, tu vas tuer ton père. Là, tu as un vrai dilemme, tu vois. Là, tu as un truc de ouais, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et ça embarque pour elle vraiment des enjeux qui sont très intimes et qui vont dire ok, je comprends pourquoi elle y va. Je suis avec elle, je suis prêt à ça. Franchement, à sa place, tu vois, t'as un petit côté. Comment ça s'appelait ce film Le choix de Sarah Non, le choix de Sophie, pardon. Moi, j'étais sur Pushing Daisies. Mais ça marche pas aussi, faux, Pushing Daisies. Le choix de Sophie, tout à fait. T'avais quand les cloches vont sonner, là, un truc norvégien. Bon, bref, je vais retrouver. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que déjà, je pense qu'on ne l'a pas présenté de la même façon qu'on l'a fait avant. Donc ça évolue. D'ailleurs, Sébastien, notre ingé son, me confirme. Donc c'est même assez étonnant comment... C'est deux séries différentes, ouais, en fait. Oui, complètement. Putain, on est tellement fort. En fait, il y a 17 séries dans la même série. N'oubliez pas qu'on avait prévu aussi la série dessin animé qui s'appelait Petit Menhir. je vous redépose ça au centre, on se démerde avec ça. Mais ouais, parce que c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, on l'a peut-être pas expliqué, ou alors peut-être que c'est pas du tout bon, mais c'est vrai que le menhir prend grosso modo une sorte d'énergie un petit peu globalement à tout ce qui est autour, ce qui fait que les gens qui sont un peu plus faibles sont encore plus faibles. Donc c'est pour ça qu'au départ on a ce système, on croit qu'il y a une sorte de maladie, ou est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une algue verte, est-ce que c'est certains qui l'usine réagissent plus ou moins c'est bien. ça, et il y avait aussi un plot twist là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un que tu penses être en bonne santé, mais par exemple qui a vraiment quelque chose qui va pas, d'un coup tu peux avoir quelqu'un qui est en très bonne santé qui s'effondre, laminé parce qu'il fait partie de ce dommage collatéral. Mais je suis d'accord, peut-être aussi, est-ce qu'on se remet en cause là-dessus? On l'avait évoqué dans les premiers brainstorms, le côté vraiment... je prends pour une personne et ça impacte telle autre personne, un truc un peu plus ciblé. C'est vrai qu'il faut se reposer la question. Et je me rappelle, ce qui nous avait mis un peu en défaut par rapport à ça, c'est qu'on s'était dit, est-ce que c'est les différents menhirs qui sont alignés, tu vois, à différents endroits de l'île, et du coup, ce que tu prends un endroit, ça vient vider à un autre endroit. Et on s'était un peu... Est-ce qu'on s'était pas... On s'était un peu piégé, en tout cas, on avait été un peu dans une voie de garage par rapport à ça, parce qu'on s'est dit, mais toutes les maisons n'ont pas leur menhir à eux. Et en faisant l'interview avec Pascal Lamont, on s'est rendu compte aussi que 80% des menhirs aujourd'hui ne sont pas à leur place initiale. Ah, donc, il y avait quelque chose qui est intéressant. Et je te laisse parler des menhirs sous-marins. Oui, je vais parler des menhirs sous-marins, juste pour dire que on avait évoqué l'énergie ciblée, mais comment tu peux être sûr que l'énergie va cibler là, outre le fait qu'il y a un autre menhir. Donc, qu'il y ait plein de menhirs, c'est pas vraiment une solution. Et s'il n'y a pas plein de menhirs, ça complique un petit peu la règle. On trouvait que, comment tu es sûr que si tu pour soigner ton enfant, tu vas le prendre à ton père. Dans ce cas-là, c'est un peu la roulette, sinon. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Tu mets le doigt sur quelque chose sur lequel on a... sur les règles, entre guillemets, de la magie, pour reprendre l'étymologie de Brand Sanderson, c'est quand même assez majeur sur une série teintée de fantastique de se dire quelle est exactement la règle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut reconsidérer. En tout cas, une chose est sûre, si t'as pas ton menhir à 50 ans, t'as raté ta vie. Et en ce sens, Jean a réussi sa vie.
Mais alors là, j'entends quelqu'un qui me dit dans mon oreillette invisible, mais est-ce que ça a toujours été comme ça, cette histoire d'énergie qui circule, tu prends, tu touches, t'en prends? La réponse est non. Je réponds à mon rédac-chef dans l'oreillette, donc il est content. Jean-Christophe Menhir, il s'appelle. Exactement. En fait, à cause des travaux de la marée motrice, il y a des menhirs marins, sous-marins, qui existent vraiment dans la vraie vie, qui ont été détruits. Et ça a complètement bouleversé l'équilibre. Et à cause de ça... Certains menhirs ont un pouvoir particulier. Il faut savoir que les alignements de menhirs allaient quasiment de l'Irlande jusqu'à la Turquie. Il y a moins 7 000 on a tout un réseau comme ça, et c'est vrai que nous on était parti sur le fait que comme l'homme et la civilisation est venu un peu dézinguer tout ça, on avait celui-ci particulièrement sur l'île qui avait ce pouvoir un peu particulier. Et le hangar dans lequel il se trouve, c'est un hangar que finalement Jean a fait construire autour, soi-disant pour le protéger des autres, et pouvoir qui sera perverti par lui-même finalement quand lui-même va être face à sa propre mort. Ouais. Je connaissais un Normand comme ça qui avait un tonneau de Calva tellement vieux mais excellentissime, jamais vu un Calva aussi bon. Et pour le protéger, il avait construit une petite baraque autour avec une porte plus petite que le tonneau. Comme ça, il était sûr qu'on ne lui volerait jamais. Mais avoue, c'est ton tonneau en fait. J'ai un ami, un Normand. J'ai un ami Normand. Des gens qui n'osent pas dire la vérité. On a tous je détruis le matériel. On a tous un ami Normand. J'ai la même chose avec un frigo à bière et une paille et la porte du frigo. Non. Est-ce que toi, tu as vu d'autres points où tu te dis c'est pas très clair encore à ce stade ou En fait, non, je te dis, je trouve que tout votre univers est génial. Moi, mes questions, c'est vraiment sur les personnages et tu vois ce que ça embarque pour eux. Vraiment, c'est des questions, mais qu'on travaille toujours, d'enjeux, d'objectifs et rehausser les enjeux intimes et que les objectifs soient très clairs. En entendant vos thématiques et en disant qu'en fait, cette Rosen va finalement devoir accepter son héritage. Ça me fait penser à des séries comme Six Feet Under ou comme la série de mafieux Les Sopranos. Les Sopranos, merci. Ce sont deux personnages qui doivent porter un héritage qui est un peu trop lourd pour eux et dont ils veulent pas vraiment. Et en fait, les positions de ces personnages, c'est des personnages qui sont déjà là, tu vois, et l'héritage leur tombe dessus. Tu vois, c'est peut-être un endroit aussi où on peut réfléchir, puisque finalement, cette Rosen, tu vois, elle peut très bien être là dès le début. Et pour rentrer dans la série, tu la prends en crise, évidemment. Au moment où il y a une crise, au moment où elle tombe malade, son père tombe malade, son enfant tombe malade, tu vois, tu peux avoir quelque chose qui est assez fort. Et à partir de là, en fait, elle est obligée, pour des enjeux qui restent à déterminer, de s'intéresser au druidisme, d'accepter cette part d'héritage qu'elle a, et elle n'y va pas de bon cœur, mais il faut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui la pousse, tu vois, à faire ça. Dans le cycle de la vie normale, tu vois, ce qui peut te pousser aussi à vraiment guérir quelqu'un et enfreindre toutes les règles, je trouve que c'est des trucs qui sont non naturels, c'est-à-dire que tes parents décèdent, c'est un peu le cycle naturel de la vie. Ton enfant qui décède, c'est pas du tout naturel. Ton amour qui décède, c'est pas naturel, à des âges que peut avoir Rosen. Donc ça, c'est des endroits, tu vois, où je trouve qu'ils sont où tu peux transgresser toutes les règles pour empêcher ça. Et donc dans les personnages, je me dis, ce serait intéressant de rajouter ces enjeux-là, de rajouter. Je sais pas si ça vous parle. Carrément. C'est des belles pistes de réflexion. Ça, c'est sûr que ouais. Bon, ça chamboule un peu tout ce que vous avez mis sur la table. C'est pas tellement en soi, parce que le développement reste le même. C'est le point de départ qui changerait pour donner peut-être potentiellement plus de place à un personnage. Pour moi, il y a vraiment cette notion avec Rosen de désir et de besoin, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a envie pour elle-même, mais où est-ce qu'elle a besoin d'aller pour comprendre ce qu'elle a vraiment besoin. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à éclaircir aussi sur cette première partie, en tout cas sur ce pilote, pour avoir vraiment ce personnage qui est impliqué jusqu'au bout, même si c'est malgré elle dans un univers où elle doit nager pour pouvoir en ressortir debout.
transformer, ouais. Exactement. Et en vrai, ce qui avait déclenché un peu ce brainstorm il y a un petit moment, c'était vraiment de se dire... On était des jeunes encore. Ouais, on était encore jeunes, maintenant on a l'âge de Jean. Cette idée de conflit, de dilemme moral. Donc, si à un moment donné, on n'a pas mis le conflit, le dilemme au bon endroit, bah, faut se poser la question. En tout cas, on est ouvert à ça, parce que c'est vraiment, en fait, si on était à la place de Rosen et de tous les autres protagonistes de la série, qu'est-ce qu'on ferait, en fait ? Comment on utiliserait ce pouvoir qui peut être vraiment terrible dans les mauvaises mains, en fait. Donc, c'est une question assez majeure. Et j'ai retrouvé le film auquel je pensais tout à l'heure, c'est Breaking the Waves. Ah, Ouais. d'accord. Et qui arrive quand même à mettre en place quelque chose de un peu, c'est très pervers, hein, mais d'un peu surnaturel, avec le sacrifice de quelqu'un. Enfin, c'est horriblissime. Je suis pas sûr qu'il faut y faire le même traitement, mais en tout cas, dans l'idée, il arrive, tu vois, à mettre en place le fait que ça devienne très personnel et très intime. Et dans les règles de l'univers, donc comment est-ce que ça marche exactement, tu vois, j'ai pas la réponse, mais je trouve que plus on mettrait ça, le pouvoir, de manière intime et personnelle, et plus ça va être engageant et poignant, quoi. Attends, Déjà, tu as levé les sourcils, donc je sais que tu es en pleine réflexion. Ouais, là, C'est je le signe. repense à un truc que tu as dit, à savoir, bon, il y a quelqu'un qui va mourir potentiellement et qui ne doit pas mourir. Son amour, son enfant. Donc, en fait, c'est qui cette personne qui va mourir ? C'est quelqu'un, en fait, qui est très faible. C'est la prochaine personne la plus faible de l'île. En fait, on peut garder la même mythologie, la même magie de notre menhir. Et du coup, ça renforce peut-être Ça crée un time lock, en fait. Et elle s'est dit, mais voilà, la prochaine fois qu'on utilise ça, genre, papa, arrête d'utiliser le menhir, parce que c'est mon fils, mon amour, que sais-je, qui est le prochain. Là, c'est Et du coup, ça accentue en plus le besoin de recherche de qui utilise la pierre dans leur dos. Et comment elle fonctionne aussi. Parce que du coup, il y a un compte à rebours, en fait. C'est ça, comprendre la loi de la règle, la règle de magie. Et une fois qu'elle a compris, et ben effectivement, ce time-lock de dire le prochain sur la liste, parce que c'est le plus faible, bah, ce sera telle personne qui m'est chère. Et ça peut d'autant plus justifier son arrivée dans je dois comprendre cette histoire en tant que médecin. Ouais, tout à fait. Qu'elle soit là ou pas là d'ailleurs. Parce que ça, je pense que c'est assez ouvert. Tu peux avoir elle qui revient et la personne qu'elle aime qui est là. Tu vois, mais pour X raisons, elle n'est pas là, elle doit rejoindre. Ou alors, effectivement, elle est là et elle constate que la personne qu'elle aime est en train de s'affaiblir, elle ne comprend pas pourquoi et elle veut absolument On avait d'ailleurs, avant l'enregistrement, on en avait parlé un peu tous les quatre, c'était quel était le curseur des gens qui étaient plus ou moins malades, parce qu'on a beaucoup de personnages finalement qui, Gauthier avait caché une maladie, sa femme était déjà décédée, il y a la mère de Simon qui est malade, donc on s'est posé la question avant qu'on commence les enregistrements, à se dire est-ce qu'il n'y avait pas un petit curseur nous-mêmes à tous les quatre, à se dire bon, qui est vraiment malade, qui l'est pas, et pouvoir... Puis c'est plein de plot twists en fait, en puissance en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai tu vois, bravo pour cette retomber sur ses pieds et raccrocher tous les wagons. Une hein, équipe de 4 talent, escrocs, je te le dis tout de suite. Ça, c'est un vrai talent, non, mais vraiment. Et tout de suite, je trouve que tu vois, tu as une ligne directrice de Rosen, c'est quoi son objectif ? C'est trouver le mec qui utilise l'énergie. Pour quels enjeux ? Sauver son amour enfant. Donc tu as une ligne en plus qui est un peu polar, qui permet de structurer quelque chose, tu vois, de manière très très classique, avec peut-être des fausses pistes, etc. Tu vas pouvoir tirer des fils par rapport à son père, par rapport, tu vois, aux gens de l'île, etc. Faut pas oublier aussi qu'elle a rouvert le cabinet qui était fermé depuis 30 ans, qui appartenait à sa propre mère. On peut l'imaginer, elle va accéder aux anciens dossiers médicaux qui traînent là, se faire une sorte de patchwork façon enquêteur de police avec, tu vois, les gens qui sont presque, tu vois, les prochains à tomber si on abuse. Je sens à votre regard que vous êtes pas du tout convaincu. Si j'étais en train de réfléchir à quelque chose pour compléter, c'est que en fait, c'était important pour nous qu'elle soit médecin, épidémiologiste, parce que en fait, c'est une façon d'enquêter différente de celle de la police, même si on a des enjeux thriller et polar. Et puis, comme tu as dû le sentir, cette fameuse question de la science versus la croyance, avoir un personnage vraiment rationnel qui va un peu mettre en doute toutes ses convictions et accepter une forme de mysticisme d'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ton amour enfant qui est vraiment genre très très faible, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui meurt avant lui à cause de ce phénomène surnaturel ?
est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce que ton enfant / amour est plus fort que ce que tu ne crois, qui est le point de vue de Jean? Ou est-ce que cette personne qui est faible est ton suspect numéro 1 en fait? J'ai pas compris. Ton suspect numéro 1 qui vole de l'énergie en douce. Est-ce que ce serait pas... Je parle le juriste LV1. Donc en fait, en gros, c'est quelle conclusion pourrait tirer Rosen à un moment donné dans l'avancée de son enquête si la personne la plus faible n'est pas la prochaine à décéder et de se dire, en fait, est-ce qu'elle n'était pas si faible que ça? Est-ce qu'il y avait plus faible? Ou est-ce que c'est cette personne qui tire les ficelles? On peut mettre par rapport à la phrase que j'ai dite parce que je trouvais ça super clair. Exactement, je suis désolé, j'étais pas avec toi, Joris, c'était très clair. Je trouve ça... Il n'y a que moi qui peux pas. Non, mais il faut savoir, Emmanuel, qu'avec Joris, on se connaît tellement par cœur que maintenant on est des Boris. Des Boris, la fusion. C'est la version Dragon Ball Z. Exactement. Une chimère. Et Son Goku. On va arriver à la fin de cet enregistrement. Moi, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Emmanuel. Et ça peut être aussi intéressant, comme tu es en train de lancer ta propre production. C'est quoi la prise de risque que tu as sur les premiers projets que tu amènes en chaîne en tant que nouveau producteur, en fait? Est-ce que tu dois rentrer dans des... Cette question n'était absolument pas claire. Voulez-vous que je la reprenne? Non, mais tu poses la question de la politique éditoriale. Oui, ta future politique éditoriale, donc justement, nouveau jeune producteur, puisque tu sors de groupe pour créer ta société, ça va être quoi tes grands axes justement pour assurer une pérennité à ton entreprise? C'est une très bonne question. Oh là, merci de me rattraper. Merci pour que des séries sur des menhirs, exactement. Une vraie franchise. Je crois que j'avance surtout au coup de cœur des projets qui me plaisent, avec toujours une vision de qu'est-ce qui peut avancer dans le marché. Sur les projets que je choisis, c'est un petit peu le retour que je vous ai fait. Moi, je crois vraiment qu'à partir du moment où tu as... moi, votre série, je la trouve super parce que tu as un univers marqué, tu as un personnage dont tu comprends l'objectif et les motivations tout de suite, et après, tu vas décliner sur des choses qui sont assez intenses. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aller gratter aussi du côté des zones obscures de l'âme humaine. Donc vraiment, dans la série, là, quelque chose de fantastique, mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est l'endroit où cette Rosen va faire des choses et qu'on peut comprendre, hein, mais qui vont être pas très morales. Et donc ça, c'est les projets que j'aime bien et les projets que j'ai envie de défendre. Je crois qu'on peut faire ces projets-là un petit peu partout, parce que ce soit sur des plateformes avec des personnages vraiment moralement très contestables, il y en a plein et ça marche bien. C'est vrai que sur les chaînes hertziennes, il y a eu beaucoup de personnages lumineux, mais je pense que ces personnages lumineux marchent bien quand ils ont aussi leur zone qui est humaine, finalement, leurs aspérités et leurs endroits qui sont peut-être un peu reprochables, ça efface pas tout le reste, mais c'est des héros, je crois, qu'on attend aujourd'hui, qui sont beaucoup plus humains. Donc ça, c'est pour te faire simple sur la ligne de ce que je développe, de ce que j'aime bien et de ce que de ce que j'attends. Et après, moi, ma stratégie, pour parler vraiment stratégie commerciale, c'est de faire des coproductions. Avec des copains que j'aime bien dans des groupes, et leur proposer les projets, et puis d'aller voir les diffuseurs, soit tout seul quand j'ai un projet qui intéresse le diffuseur et après en cherchant un copro, ou alors d'aller chercher un copro et d'aller voir les chaînes ensuite, quoi. Eh ben, on te souhaite tout ça x10 au moins, et avec des petits cœurs, et x4 puisqu'on est 4 à te les envoyer. x40. Voilà. J'adore ce podcast. Ce podcast sur les mathématiques est assez passionnant. On l'a dit en même temps. Emmanuel, un grand merci de t'être prêté au jeu, parce que c'était pas facile aussi. On a vraiment fait cette série cette série de podcasts avec Maxence, Déborah et Joris, en se disant qu'on avait un vrai plaisir aussi à expliquer à nos auditeurs et nos auditrices tous ces petits moments qu'on passe des fois dans l'intimité d'un bureau de production, et d'avoir ces échanges et de montrer comment on se construit, comment nous-mêmes on peut se remettre en cause. Donc un grand merci de t'être prêté à tout ça. Merci pour l'invitation, très sincèrement, c'était un vrai plaisir de partager ça. Vous avez un univers qui est génial, que j'aime beaucoup, et une capacité de rebondir vraiment qui me donne envie de continuer. Wow. Voici les 20 € qu'on t'a promis. Et je finis pour vous
vous inviter déjà à remercier Sébastien Lacheret, notre ingé son, qui s'est prêté à l'exercice de nous accompagner dans de très bonnes, conditions. Tu vois, je te félicite et je n'arrive plus à parler. Épidémiologiste. Je vous invite aussi à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ça sert à nous faire remonter dans les algorithmes. On est vraiment super contents d'être de plus en plus écoutés et on est régulièrement maintenant dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. Et pour ça, on vous envoie des petits cœurs x 40. Merci.